Et donc, je commence par me présenter, Olivier Vandenberg, directeur de l'action sociale au sein de la CAF de la Somme. Je suis très heureux de pouvoir engager ce webinaire. Monsieur Marcotte, le directeur de la CAF de la Somme, excuse son absence d'aujourd'hui, hein. Il n'a pas pu être présent par rapport à un engagement pris déjà de très longue date. Mais donc, il nous transmet ses amitiés pour pouvoir engager cette présentation aujourd'hui. Alors, dans le cadre de la présentation que nous allons faire, il y a un ordre du jour assez dense, puisque nous allons présenter, alors très rapidement, hein, je vous rassure tout de suite, puisque l'objectif est d'entrer dans le concret le plus vite possible, puisque ça fait partie de vos attentes prioritaires et des nôtres aussi pour vous transmettre un certain nombre de messages qui nous apparaissent importants. Donc les ambitions de la CAF en matière de petite enfance, quelques précisions sur le plan rebond, qui entraîne un certain nombre d'actions spécifiques, des éléments de contexte locaux et quelques informations sur les outils à votre disposition. Alors, les ambitions de la CAF en matière de petite enfance, vous trouverez résumées de manière très rapide dans le cadre de cette diapo. Vous voyez qu'on a essayé de faire le plus synthétique possible. Alors évidemment, sur la partie petite enfance, puisque c'est notre thématique de ce jour, il s'agit de pérenniser l'offre d'accueil collective existante. Alors, on a depuis de nombreuses années eu comme principal souhait dans toutes les CAF, hein, et bien sûr la CAF de la Somme, de développer l'offre, puisque nous étions dans une nécessité d'avoir de plus en plus de possibilités d'offrir des places d'accueil au regard des besoins qui étaient élevés. Là, aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais la crise d'aujourd'hui, et c'était déjà le cas un peu avant, nous a montré que c'était aussi maintenir les offres existantes. Donc, il y a des actions très fortes qui ont été menées l'année dernière, et on est sur une intégration récurrente sur ce sujet, de voir comment réussir à faire en sorte que les offres qui existent aujourd'hui et que vous portez parmi vous, les participants, bien que de quelle manière réussir à la maintenir en nombre et en qualité. Alors après, notre ambition, c'est bien sûr aussi conforter le développement régulier du secteur de la petite enfance avec la contribution de la CAF, hein, puisqu'on est un participant essentiel au sein de cet environnement petite enfance. Poursuivre le rééquilibrage territorial de l'offre, ça c'est aussi un point essentiel parce que le rééquilibrage se fait par la nature de l'offre, hein, que ce soit des établissements d'accueil des jeunes enfants ou l'offre assistante maternelle, mais aussi selon le territoire. Les besoins ne sont pas identiques, on les identifie bien aujourd'hui, mais même si statistiquement on peut imaginer que dans tel ou tel secteur il y a des besoins, ils ne sont pas forcément de même nature selon les personnes qui font ce territoire. Et enfin, évidemment, la petite enfance est reliée à tout ce qui est parentalité, indubitablement. Et il s'agit, en tant d'ambition, hein, vous voyez écrit, d'améliorer la réponse aux besoins des parents qui bougent, hein, on est dans des mutations constantes. Et donc, bien sûr, la qualité des modes de prise en charge des enfants dans une diversité la plus large possible pour que justement ce besoin soit le mieux couvert possible. Alors, les objectifs de la CAF en matière de petite enfance, alors vous voyez, créer au moins 30 000 places, mais ça, c'est pas pour la CAF de la Somme, hein, c'est au niveau national, parce que sinon, on sera en difficulté pour atteindre ce chiffre-là. Mais voilà, c'est un objectif qui est national. Sachez aussi que au niveau de la CAF, nous essayons de suivre un taux, hein, le taux de couverture de l'offre par rapport aux besoins, c'est-à-dire les enfants qui, par exemple, ont jusque 3 ans.
et on est sur un taux qui est plus élevé que le niveau national en moyenne. Mais ce n'est qu'une moyenne, hein, et comme je l'indiquais précédemment, il s'agit d'être sur des ciblages les plus précis possibles, raison pour laquelle la CAF a une démarche qui est de plus en plus, qui l'était déjà, mais qui est de plus en plus attentive à la réalité de chaque territoire. L'autre objectif est de favoriser l'accueil des enfants issus des familles pauvres et des enfants en situation de handicap dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc des actions très fortes, hein, avec des référents, par exemple handicap, se sont développées au fil du temps. Autre objectif, rendre effective la création des places en EHUE dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est toujours le ciblage que je vous évoquais, hein, des personnes, les familles plus pauvres, les quartiers prioritaires de la ville, en lien avec aussi les objectifs plus nationaux, hein. Donc là, on est dans une logique QPV, dans ce qui est indiqué, en y réduisant bien sûr, hein, le reste à charge des partenaires autant que possible, tout en sachant que la logique au niveau CAF est toujours d'être sur une logique de cofinancement, comme vous le savez chacun d'entre vous. Et enfin, autre objectif sur la petite enfance très fort, celui de promouvoir l'accueil individuel. On va parler du collectif, donc auprès des parents et enrichir l'offre en faveur des assistants maternels. Toute une batterie d'aides qui existe et vous verrez que dans le plan rebond, cette dimension-là n'a pas été oubliée. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire. Je reste avec vous pendant toute cette session et à votre écoute ensuite. Merci et je passe la parole à Madame Rimbaud. Merci, Monsieur Annenberg. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence ce soir. Effectivement, ce temps fort pour vous informer et vous donner toutes les nouveautés et les éléments à la fois de soutien des établissements d'accueil du jeune enfant, mais également le développement. Donc, Monsieur Van Denberg, je vous adresse un petit peu les ambitions et les objectifs de la CAF en la matière. Moi, je vais vous présenter un petit état des lieux de la petite enfance dans le département de la Somme, parce que c'est quand même ce qui nous importe aujourd'hui. C'est le taux de couverture qui est en progression à 67,9% donc en 2018. Il était à 55,8% en 2013, qui montre bien tout l'effort et toute la dynamique qui s'est mise en place depuis ces dernières années pour compenser un peu les manques que l'on avait, hein, il faut être honnête. On était en dessous de la moyenne nationale il y a encore quelques années, et avec tout le travail qui a été fourni à la fois par les élus, les institutionnels, les équipes et les associations, on a pu augmenter ce taux et on est désormais au-dessus de la moyenne nationale qui est fixée, elle, à 58%. Néanmoins, comme vous le voyez sur la carte, on a encore des efforts à faire et il y a encore des secteurs qui sont moins couverts que d'autres et sur lesquels une vigilance est à apporter. Donc, vous voyez sur la carte que notamment toute la partie est du département de la Somme, donc toutes les couleurs un petit peu claires, c'est là où il y a le moins de représentation de l'accueil de taux de couverture. Peut-être rappeler que le taux de couverture, il concerne à la fois l'accueil en structure collective, mais également en accueil individuel, donc chez les assistants maternels, mais aussi la garde à domicile, enfin tous les modes d'accueil en fait des moins de 3 ans. Donc ce taux est calculé sur l'ensemble de ces données et pas uniquement sur l'accueil collectif, ce qui peut faire en sorte que des taux varient selon les communes ou les communautés de communes. En accueil collectif, on est sur 2444 places en 2020, donc avec une répartition de 2124 places dans 74 crèches et micro-crèches de mode PSU, prestation de service unique, et 320 places dans 32 micro-crèches PAGE, prestation d'accueil du jeune enfant. 13 crèches ont été labellisées AVIP, à vocation d'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'elles ont une politique qui tend à accueillir de manière favorisée certains publics qui sont en insertion et en recherche de formation ou d'emploi. C'est un contrat spécifique et des labellisations peuvent être formulées, bien évidemment. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nous. 65 contrats ont été signés avec les familles depuis la mise en place de cette démarche AVIP, donc depuis fin 2018, début 2019.
Donc c'est plutôt, une très belle progression avec de très bons résultats, en la matière pour les familles, qui sont, accueillies dans les établissements d'accueil du jeune enfant, mais également une démarche, que l'on a, souhaitée aussi innovante sur, l'est de la Somme et on expérimente sur, les assistants maternels à vocation d'insertion professionnelle. On en est au balbutiement, hein, donc c'est vraiment tout le début. Mais 5 assistantes maternelles sont déjà labellisées. Sur l'accueil individuel, donc ben, j'ai un peu anticipé pour le coup avec le label AVIP. On a 11 maisons d'assistants maternels. Donc les MAM, les maisons d'assistants maternels, c'est des regroupements d'assistants maternels, donc avec un agrément individuel, qui se regroupent dans une maison, voilà, dans un endroit commun, où elles vont accueillir ensemble les enfants. Donc c'est 4 assistants maternels maximum par maison d'assistante maternelle, soit 16 enfants à accueillir au maximum pour une MAM. 30 relais d'assistants maternels. Alors, vous excuserez pour le petit E en trop. Il y a encore des hommes quand même, pas beaucoup certes, mais malgré tout, il y en a dans les assistants maternels. Donc 30 relais assistants maternels. Et là encore, on a beaucoup progressé ces dernières années. Donc depuis presque 10 ans, on a quand même quasiment triplé le nombre de relais assistants maternels. On est sur un ratio de 1 RAM pour 85 assistants maternels. Alors la moyenne nationale, qui est énoncée, c'est 1 RAM pour 70 assistants maternels actifs. Donc voilà, on a encore quelques efforts à mener, mais on en a un prochainement qui va ouvrir ses portes, donc on passera à 31. Et donc 75 des relais assistants maternels sont intercommunaux et 11 sont en territoire prioritaire. Voilà, un petit peu pour l'état des lieux du département. Vous faire un petit point sur les dispositifs partenariaux parce que ça influence et ça contribue aussi au développement des structures et à l'amélioration des services aux familles et aux partenaires. C'est le schéma départemental des services aux familles. On l'a mis un peu sous l'égide de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, puisque tout ce qu'on met en place, toutes les politiques mises en œuvre sont bien évidemment dans la même logique. Donc, le premier schéma départemental des services aux familles, lui, a été signé en 2016, donc jusqu'à 2020, donc jusqu'en fin d'année dernière. Et on a vraiment travaillé en partenariat, en coordination avec les différents partenaires signataires pour mettre en œuvre justement différents services et améliorer l'accueil. Alors, on a eu pas mal de résultats. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous présenter le schéma des services aux familles. Ça sera fait dans un autre temps, puisque le nouveau schéma, enfin le deuxième schéma des services aux familles, est en cours de validation et de signature. On a travaillé toute l'année dernière. Vous avez été, pour certains d'entre vous, très mobilisés sur le sujet, en participant aux différentes phases de construction et d'interrogation aussi avec notre partenaire ASDO. Et donc là, on est vraiment en toute dernière validation et on souhaite et on espère pouvoir vous le présenter à la rentrée de septembre en présentiel, ce sera encore mieux, pour vous donner les axes qui auront été déterminés et donc à renouveler pour ces nouvelles actions jusqu'à 2024. Voilà. Dans la démarche partenariale, nous avons aussi une démarche maintenant que pour certains d'entre vous, vous connaissez bien, qui s'appelle la CTG, la Convention territoriale globale. C'est une démarche partenariale qu'on a mis en place depuis 2017 dans le département de la Somme. Alors aujourd'hui, 12 EPCI sur 12 CTG, 12 EPCI sont signataires aujourd'hui d'une convention territoriale globale dont l'objectif est vraiment d'assurer une cohérence, une optimisation et une coordination des actions en direction des habitants et d'avoir cette vision vraiment générale et globale, comme son nom l'indique, de toute façon, pour pouvoir vraiment avoir un regard croisé sur les services existants sur un territoire et les services à développer sur ce même territoire. Donc, on a encore un petit peu de travail à mener. Hein, voilà, vous voyez qu'il y a encore quelques territoires qui sont non encore signataires d'une CTG, mais on a bon espoir, bien sûr, que ce soit fait dans les mois qui arrivent. En tout cas, notre taux de couverture est fixé à 71,6% du territoire. Ça veut dire qu'on a 71% de la population du département de la Somme qui est couverte par une convention territoriale globale. Je vais passer la parole à mes collègues conseillers techniques qui vont, eux, développer toute la partie, voilà, ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire et ce qu'on vous propose de mettre en place. Donc, c'est à moi de prendre la parole, il me semble. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Dominguez, je connais un certain nombre d'entre vous. Je suis ravie de vous revoir, même si c'est en visio.
Hâte de vous revoir en vrai. Donc, on va démarrer un petit peu. L'idée, là, ça va être dans un premier temps. Donc, vous arrivez sur cette slide. La CAF vous aide à rebondir. Vous allez comprendre pourquoi il est utilisé cette terminologie-là. Dans un premier temps, je vais aborder les aides qui ont été celles depuis le mois de mars 2020. Donc, en l'occurrence, celle de la CAF de la Somme et celle du local. Et dans un second temps, on arrivera sur le plan de rebond, c'est pour ça, le plan de rebond, qu'a voté la CNAF très récemment. Donc là, sur cette première slide, on voit sur les 3 premières colonnes, en fait, les aides nationales qui ont été versées à vos structures. Donc sur la première colonne, on a l'aide exceptionnelle première vague. Donc celle-ci, elle concerne du 17 mars à la fin juillet. Donc on était sur le confinement, vraiment dans le dur là. Donc on voit des chiffres assez importants, donc jusqu'à pratiquement 3 millions d'euros pour les EAJE au titre des places fermées. Donc, quand je dis EAJE, c'est tous les EAJE confondus, c'est-à-dire les EAJE PSU, les MAM et les microcrèches PAGE. Tout le monde a été accompagné dans ce cadre-là pour éviter justement d'avoir des fermetures de places ou des fermetures d'équipements durant ce temps un petit peu compliqué. Donc, c'est en fait tous les questionnaires Sphinx que vous nous avez remplis, que vous avez adoré remplir, je suppose. Donc, sur la première colonne, la première vague, donc on voit effectivement des chiffres très impressionnants. Sur la deuxième colonne, des chiffres beaucoup moins impressionnants, mais c'est un petit peu normal, puisqu'en fait, vos structures ont repris un petit peu un fonctionnement traditionnel entre, donc là, pour le coup, c'était août, décembre. Donc, avec ce confinement de décembre, mais vous pouviez accueillir les enfants pratiquement de la même manière que d'habitude. Donc là, on a des chiffres beaucoup moins importants, mais on voit les chiffres surtout au titre des places donc fermées, et on a une petite MAM, une MAM qui a eu accès à une petite aide également. Je vais passer sur la quatrième, parce que du coup, la troisième, on va y revenir, mais sur la quatrième, il s'agit du dispositif donc, de la CAF de la Somme. Donc, en gros, aucune autre CAF dans d'autres départements n'ont permis. Alors, ils ont probablement inventé d'autres dispositifs, mais nous, on a réfléchi à ça. En voyant la baisse de fréquentation de vos EAJE, il fallait absolument intervenir, et donc il nous a semblé logique d'accompagner dans le cadre de 2 mesures. La première, c'était dans le cadre de l'appel à projet Repenser son mode d'accueil, qui était en fait un accompagnement pour que vous puissiez vous munir à l'ouverture de plaques en plexi pour vos accueils, de gel hydroalcoolique, de masques, etc. Donc là, 65 000 €. Donc c'était de mémoire à peu près 1 600 € par site. Donc c'est quand même une belle somme. Et puis sur les aides juste au-dessus, pratiquement 2 millions d'euros sur les bonus de fin d'année de 2020, où là encore une fois, on a été très vigilants à regarder un petit peu les différents éléments, et l'objectif de la CAF, c'est de ne pas fermer de place, et on va le revoir un peu après avec le plan de rebond, mais l'idée, c'était vraiment d'accompagner un maximum les structures, que vous ne vous retrouviez pas dans une situation délicate très, très rapidement. Donc là, on va passer à la slide suivante. Donc le plan de rebond, c'est quoi? C'est assez simple, hein, vous pouvez le lire, hein, les objectifs, ils sont extrêmement simples. Le premier objectif, c'est de ne pas fermer de place en EAJE. Donc là, voilà, hein, donc d'où l'idée justement de la mobilisation de financement complémentaire. Deuxième axe, de poursuivre le développement des places, mais c'est ce que Sabrina Rimbaud et monsieur Vandenberg ont évoqué tout à l'heure. Et en même temps, d'accentuer l'accueil individuel regroupé, donc les maisons d'assistantes maternelles. Donc là, on va aborder 4 mesures. Donc ces 4 mesures, donc moi je vais vous présenter la première. Mon collègue Richard Lamy va vous présenter la deuxième. Mon collègue Olivier Poggioli va vous présenter la troisième. Richard va revenir sur la quatrième. Et puis ensuite, on enclenchera sur la suite. Donc la mesure numéro 1. Donc là, c'est ce que je disais, la mesure numéro 1, aide transitoire au fonctionnement. Donc ça, je vais l'aborder dans un petit moment. L'aide numéro 2, donc pour le plan d'aide exceptionnel en investissement, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sera Richard. Réduire la charge des collectivités, donc ça, ce sera Olivier Poggioli. Et la quatrième mesure, donc ce sera Richard. Donc slide suivante. Donc voilà, donc là, aider les structures à faire face aux baisses d'activité. Donc c'est la première mesure du plan de rebond. Vous voyez plein de chiffres. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, hein, les critères, vous les avez. Donc en gros, l'idée, effectivement, c'est que si on plante le décor, l'année 2020, il y a un certain nombre de AJE qui nous ont transmis avant le début de la crise leur budget prévisionnel, etc. Et elles ont touché, avant le début de la crise, leur premier acompte. Donc le premier acompte,
étaient positionnés sur une activité annuelle normale. Donc, forcément, on a des acomptes qui sont un petit peu supérieurs à ce qu'ils auraient dû être, puisque les acomptes avec la crise auraient dû être moindres, puisque activité moindre. Donc, la première mesure de la CNAF, c'est d'accompagner les structures qui ont un indu important pour éviter d'avoir beaucoup d'argent à rembourser à la CAF, d'avoir la possibilité de minorer cet indu et de faire en fait une, une diminution en fait de la dette de 50% et un étalement de l'indu sur 5 années. Donc clairement, vous avez les critères à côté. Alors après, il ne faut pas paniquer. Les structures qui relèvent de ce dispositif-là ont été identifiées par la CAF et ont déjà reçu des éléments de la part du service AFC, Aide financière collective, pour pouvoir répondre aux interrogations qui nous permettront de savoir quelles sont les structures qui relèvent de cette remise d'indu ou non. Donc là, vous avez par exemple avoir un nombre d'heures facturées de 25% inférieur ou égal à 2019. Et voilà, plusieurs éléments comme ça. Alors là, je regarde un petit peu qui est présent. Je ne sais pas si on en a certaines, mais en tout cas, si vous n'avez pas été contacté par la CAF, c'est que vous n'êtes pas éligible, en tout cas, à cette mesure-là. Les autres sont forcément interpellés par les services de la CAF pour pouvoir mettre en place cette mesure. Donc, on a dans un second temps, et là, c'est une mesure que l'on va étudier puisqu'elle est en fait toute récente évidemment, mais sur lesquelles on a encore quelques interrogations, c'est la possibilité d'accompagner les structures en fragilité, même celles qui n'ont pas bénéficié d'une remise d'indu, d'une aide sur un autre fonds. Donc, il faut qu'on essaye de creuser un petit peu tout ça. De toute façon, on reviendra vers vous pour vous expliquer un petit peu comment procéder à cette demande d'aide. Donc, ces éléments-là, pour certaines structures qui vont avoir droit à une remise d'indu, certains dossiers vont déjà passer à la commission sociale du mois de juin, puisque chaque dossier doit passer auprès de nos administrateurs. Les administrateurs doivent valider ces décisions-là et ensuite on revient vers vous pour vous dire si effectivement vous avez cette remise d'indu ou non. Pour le deuxième axe au niveau des fonds publics et territoires, c'est une enveloppe spécifique, quand on reviendra vers vous, c'est pareil, ces dossiers-là devront impérativement passer devant les administrateurs et ensuite on reviendra vers vous. Mais encore une fois, sur cette démarche-là, on reviendra vers vous pour vous donner un petit peu plus de renseignements. Donc ensuite, je continue. Eh bien, je passe la parole. J'ai été un peu rapide peut-être, mais je passe la parole à Richard. Merci. Merci Stéphanie, bonjour à tout le monde. Donc pour ma part, je m'appelle donc Richard Lamy, conseiller technique, et donc je vais vous présenter donc la mesure numéro 2 donc du plan de rebond petite enfance, bon, qui est plus tourné là sur l'investissement. Donc il faut savoir, voilà, pour rendre moins coûteux, donc plus attractive la création de places de crèche PSU. La CNAF a voté un plan d'aide exceptionnel donc, à l'investissement pour 2021. Donc là, j'insiste bien sur l'année. Donc, pour le moment, nous sommes véritablement sur l'année 2021. Donc, le but, c'est de donner un coup de pouce financier supplémentaire, notamment pour les projets situés en quartier politique de la ville, en zone de revitalisation rurale, ou des projets qui comportent une dimension, on va dire, d'insertion sociale et professionnelle. Donc, ce plan, il est mobilisable pour la création d'une nouvelle crèche PSU, d'une extension de crèches existantes, avec, comme vous le voyez sur la diapo, une augmentation d'au moins 10% de places nouvelles. Et autre critère, c'est déménagement, transplantation d'une crèche sur un autre site, toujours avec une augmentation d'au moins 10% de places nouvelles. Il faut savoir que toutes les dépenses qui relèvent en comptabilité de l'investissement sont éligibles. Donc ça peut être sur tout ce qui a trait au terrain, aux grosses œuvres, à l'aménagement, à l'équipement, même aux honoraires d'architectes, voirie, etc. Donc c'est vraiment au sens global du terme. Bon, bien entendu, parmi les pièces du dossier, par rapport à la commission d'action sociale de la CAF,
Un diagnostic devra être donc réalisé en amont pour démontrer, bien entendu, la pertinence et la viabilité d'un tel projet. Ensuite, diapositive suivante. Alors, par rapport à cette diapo, donc, on voit que cette aide, elle est composée, on va dire, d'un socle de base de 8 000 € et donc d'éventuelles majorations selon les caractéristiques du projet et du territoire. Donc, il y a la majoration gros œuvre. Si le gros œuvre, on va dire, représente au moins 30% des dépenses subventionnables, en gros, le gros œuvre, ça peut être tout ce qui a trait à la construction, l'extension de locaux, ravalement, ça peut être également tout ce qui touche à la charpente, stationnement, etc. Ensuite, on a la majoration développement durable. Donc là, c'est si le gros œuvre s'inscrit notamment dans une démarche, si vous voulez, respectueuse de l'environnement, type haute qualité environnementale, label HQE. Bon, il y en a d'autres, hein. Ensuite, il y a la majoration rattrapage territorial. C'est si le projet est implanté sur un territoire prioritaire, alors notamment par rapport au mode de garde des enfants de moins de 3 ans, le fameux taux de couverture qui a été évoqué par Sabrina Rimbaud. Et puis, enfin, on a la majoration potentiel financier. Donc là, c'est une majoration en fonction de la richesse du territoire d'implantation. Voilà. Donc, fonds nationaux et fonds locaux CAF de la Somme, le financement, du coup, peut aller jusqu'à 25 000 € par place créée. Voilà, ce qui n'est pas, on va dire, négligeable. Voilà, donc là, je vais passer la parole à mon collègue Olivier Podjoli, qui va vous énumérer, du coup, la mesure numéro 3. Merci Richard, bonjour à tous. Donc je vais évoquer avec vous le dispositif financier qui va venir en remplacement du contrat enfant-jeunesse. En quoi le plan de rebond va avoir un impact sur ce dispositif et en quoi donc ça va avoir un impact sur le soutien financier de la CAF, sur le fonctionnement des structures SGE, PSU. Donc jusqu'à présent, on avait 2 prestations de services principales pour soutenir une crèche, dont le budget est soutenu par une collectivité ou par un EPCI. On avait d'abord la prestation de service unique, vous la connaissez bien. Elle se base sur un nombre d'heures d'accueil enfant au sein des SGE. Ça prend également en compte les dépenses de fonctionnement liées à cet accueil. Grosso modo, pour rendre ça un peu plus concret, on est sur un financement maximum à hauteur de 5 à 6 € par heure d'accueil. Et en complément de ça, on avait la prestation de service enfant-jeunesse, qui est débloquée lorsqu'il y a un accord contractuel entre la collectivité ou le PCI compétent en matière de petite enfance et la CAF. C'est ce qu'on appelle donc le contrat enfant-jeunesse. Et cet accord, il va mentionner la proposition et le financement d'une offre de garde par la collectivité sur son territoire. Et en contrepartie, la CAF accorde une prestation complémentaire à la PSU, si cet accord est respecté. C'était donc la PSEJ. Et c'est cette prestation, la PSEJ, qui va être remplacée par le bonus territoire. Il y a plusieurs raisons à ce changement, notamment, c'est un dispositif qui a une quinzaine d'années. Beaucoup de règles se sont ajoutées, il y a eu des spécificités complémentaires. Aujourd'hui, il est devenu difficile d'avoir une lecture claire et rapide du soutien financier qu'on peut vous apporter avec ce dispositif, notamment lorsqu'il y a un développement de l'offre. Donc en réponse à ça, le bonus territoire va avoir 3 grands principes. Déjà, le premier principe, c'est l'ambition de la clarté, puisqu'on va mettre en place des forfaits dont l'unité de calcul va dépendre de la structure concernée. Là, pour les ESGE, l'unité de calcul, c'est la place, donc la place qui est indiquée dans votre agrément PMI. Là où il faut se rassurer, c'est que par rapport au CEJ, on ne va pas supprimer les financements accordés. D'où la mise en place d'un premier forfait, un forfait de l'existant. Grosso modo, on va prendre ce qui était accordé dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, on va le diviser par le nombre de places, et ça nous permettra d'avoir un forfait de l'existant qui sera unique pour toutes les places proposées en crèche PSU sur le territoire compétent. En complément de ça, donc, on va avoir un forfait dit national qui sera ensuite appliqué pour tout nouveau développement et qui permettra donc d'aller en complément de ce qui était inscrit au CEJ auparavant. Ce nouveau développement, il a aussi une ambition derrière, c'est une ambition d'équité. Pourquoi? Parce que le montant du développement, il va varier selon la richesse du territoire, ce qui n'était pas auparavant considéré dans le cadre du contrat enfant-jeunesse.
par rapport à ça, donc, quand vous êtes sur un territoire QPV ou un territoire ZRR, votre financement sera majoré et vous aurez donc des financements complémentaires par rapport à ce qui était proposé avant. Il y a aussi une conséquence particulière à tout ça, à cette mise en place du bonus territoire, c'est une ambition de simplification administrative. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un gain de temps déjà côté CAF dans le traitement des données, puisqu'on va demander quelque part les mêmes données que ce qu'on vous demandait pour la PSU. Ce qui fait que ça pourrait être traité en même temps, et donc le paiement sera plus rapide. Et puis derrière, il y a aussi un impact administratif, puisque le montant de ces bonus territoires sera indiqué dans la convention de financement qui vous est déjà accordée dans le cadre de la PSU. Donc, les deux financements seront inscrits dans la même convention et directement versés au gestionnaire de la crèche, tout comme la PSU. Donc ça, c'est pour le principe du bonus territoire. Là, le plan de rebond, il est impactant parce que pour alléger davantage le reste à charge en fonctionnement pour les crèches PSU, le plancher, il y a un plancher minimum qui est défini, qui a été réévalué par la mise en place du plan de rebond, notamment pour les territoires les plus favorisés, il y aura un plancher par place de 400 € qui pourra aller jusqu'à 1 700 €. Là où il y a un impact et qui se montre déjà sur certains territoires de notre département, c'est par exemple des places de crèche qui n'étaient pas considérées dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, qui ici pourront l'être avec la mise en place de ce plancher. Et puis le plan de rebond, il comprend aussi une mesure liée à la majoration des places nouvelles, puisqu'on augmente de 500 € selon les tranches de richesse des territoires. Donc tout développement de place sera donc soutenu via les bonus territoires par un minimum de 2 600 € par place et jusqu'à 3 600 € par place pour les territoires les moins riches. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les QPV, les ZRR. Donc pour être éligible au dispositif bonus territoire et à la majoration liée au plan de rebond, la collectivité ou le PCI compétent doit être signataire d'une convention territoriale globale et le CEJ, le contrat enfant jeunesse, doit être échu. Pourquoi? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, le bonus territoire est en remplacement de la prestation de service enfant jeunesse. C'est donc un dispositif qui va être déployé progressivement sur le territoire au fur et à mesure de la fin des CEJ qui ne seront pas renouvelés. Pas de démarche particulière à faire pour déclencher le processus pour émarger dans le bonus territoire. La CAF de la Somme va accompagner chaque territoire à échéance des CEJ dès cette année 2021 pour les quelques concernés qui seront donc contactés dès que nous aurons fait les tests préalables liés à la disposition de nouveaux outils et donc à la mise en place de ces bonus. Voilà pour la slide sur les bonus territoires. Richard, je te rends la parole concernant la dernière mesure du plan de rebond. Merci Olivier. Donc, après avoir vu effectivement tout ce qui a trait aux EAJE PSU via la mesure numéro 2, là on va voir via la mesure numéro 4 tout ce qui a trait par rapport au soutien à la création de maisons d'assistants maternels. Donc, il faut savoir que le plan rebond prévoit de renforcer le soutien de la CAF en direction des MAM, comme disait Madame Rimbaud, qui sont des regroupements d'assistants maternels au sein d'un même local, en leur ouvrant le bénéfice du plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, qu'on retrouve sous le terme PIAGE, et en élargissant le bénéfice de l'aide au démarrage. Alors, je vais vous expliquer tout cela. Donc, le PIAGE est maintenant mobilisable pour des projets de création d'une nouvelle MAM ou pour une extension ou un déménagement, une transplantation de MAM existantes avec une augmentation, dans ce cas, d'au moins 10% de places supplémentaires. Donc, ces projets d'investissement, ils peuvent être portés par des collectivités qui ont la compétence MAM en la matière ou par une MAM qui est constituée en association. Hein, il faut effectivement, dans ce cas, une personne morale derrière. Ces projets doivent se situer sur un territoire prioritaire, donc c'est-à-dire qui présente un taux de couverture petite enfance inférieur à 58%, et un potentiel financier, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en gros c'est le niveau de richesse du territoire, potentiel financier inférieur à 900 €. Voilà. Donc, tout comme pour la mesure numéro 2, toutes les dépenses qui relèvent en comptabilité de l'investissement sont éligibles. Exemple, terrain, gros œuvres, aménagement, équipement, les fameux honoraires d'architecte, la voirie, etc.
Et comme pour la mesure numéro 2 et comme, on va dire, tout projet de cette envergure, parmi les pièces du dossier pour passage en commission d'action sociale de la CAF, un diagnostic devra être réalisé en amont pour démontrer la pertinence et la viabilité du projet. Il faut savoir que l'aide, elle est composée d'un socle de base qui est de 7 400 € et d'éventuelles majorations comme pour la mesure numéro 2, selon les caractéristiques du projet et du territoire. Donc on retrouve voilà, la majoration gros œuvre. Voilà, si le gros œuvre il représente au moins 30% des dépenses subventionnables, qui est de 1 000 €. La majoration développement durable, si le gros œuvre s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement type HQE, la majoration là est de 700 € par place. Et puis, il y a la majoration rééquilibrage territorial voilà, pour le projet implanté sur un territoire prioritaire par rapport au mode de garde des enfants moins de 3 ans. Qui est là de 1 800 €. Et puis enfin, la majoration potentiel financier en fonction de la richesse du territoire d'implantation et qui peut, elle, aller jusque 6 100 € maximum. Voilà, donc là, c'était plus sur le versant, on va dire, PIAGE, hein, le fameux plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, par rapport à l'aide au démarrage. Alors, là, il faut savoir qu'ils sont maintenant éligibles à cette aide au démarrage. Donc, par exemple, pour l'achat de matériel de puériculture, les nouvelles MAM ou même donc les MAM existantes qui augmentent d'au moins 10% le nombre de places et qui ne bénéficient pas d'un financement au titre du PIAGE. Voilà. Donc aide au démarrage, là c'est une nouveauté également, quel que soit le territoire d'implantation, qu'il soit prioritaire ou pas, de la MAM, donc éligible à cette aide au démarrage. Donc bien entendu, il y a des conditions d'octroi, hein, bon, comme toute aide, bien entendu, notamment la signature d'une charte de qualité, donc une sorte de charte des bonnes pratiques, qui sera signé avec la CAF, la MSA, le conseil départemental et donc la MAM en question. Voilà. Conseil départemental à qui, pour le coup, je vais laisser la parole et qui va vous présenter voilà, ses propres mesures en la matière. Donc, je vous laisse la parole, Madame Huette. Merci Richard, bravo pour la transition. Donc effectivement, les missions de PMI du conseil départemental, vous ne les découvrez pas. Hein. Pour l'accueil collectif, eh bien, effectivement, le président délivre l'autorisation d'ouverture et puis après, le suivi et le contrôle est effectué par nos services. Nous délivrons également les agréments des assistants maternels et puis organisons la formation initiale qui a évolué par décret depuis bientôt 2 ans. Hein. Maintenant, on est à 80 heures avant tout accueil. L'accueil du premier enfant est conditionné à la validation d'une évaluation. Si on rate l'évaluation, on ne peut pas accueillir. Et puis les 40 heures suivantes sont à faire dans les 2 ans suivant l'accueil du premier enfant. Donc on est dans le suivi également des assistants maternels. Alors le soutien technique, pas grand-chose de nouveau pour la PMI. Pour la création des MAM, effectivement, on travaille bien en lien avec la MSA et les services de la Caisse d'allocation familiale en organisant des réunions communes pour les porteurs de projets de MAM. On apporte un accompagnement au montage du projet, vraiment en aidant dans l'écrit, dans le choix des locaux, dans le projet pédagogique, etc. Et puis après, on a une psychologue et des formatrices qui apportent vraiment un suivi renforcé, une formation aux assistants maternels exerçant en MAM. Comme il a été souligné, donc l'exercice en MAM sont des assistants maternels qui se regroupent dans un même local
et qui ont chacune leur propre contrat avec les parents, hein. Chacune reste, employée par des parents différents, simplement elles travaillent ensemble. Pour les EAJE, bah, c'est un petit peu la même chose, hein, vous le savez, hein, la PMI, elle est là pour vous accompagner, dans le choix des locaux, dans le montage du projet pédagogique, dans le règlement de fonctionnement, au regard, bah, des textes réglementaires, hein, bien entendu, et puis tout ça en lien avec les partenaires, donc un gros travail en amont de soutien technique. Alors il y a des nouveautés, hein, pour le conseil départemental, là. Nos élus ont voté cette année un soutien financier, hein, pour les maisons d'assistants maternels, 1 000 € par assistante maternelle, qui est versé en 2 fois, hein, 500 € la première année d'ouverture et 500 € donc l'année suivante, pour toute création de MAM, avec des critères. Secteur rural, donc on a fixé commune de moins de 10 000 habitants, avoir un agrément bien entendu spécifique à l'exercice en maison d'assistant maternel, avoir effectivement une création de place d'accueil. Il ne s'agit pas de quitter sa maison pour aller exercer en MAM sans créer une nouvelle offre, et puis s'engager à exercer au minimum 3 ans. Donc 1 000 € par assistant maternel qui crée des nouvelles places. Donc pour une MAM de 4, ça nous fait 4 000 € en aide au démarrage. Pour les EAJE, publics ou associatifs, 1 000 € par nouvelle place créée. Alors, un peu comme la caisse d'allocation familiale, hein, c'est sur présentation de factures de mobilier, de matériel éducatif, dans les 3 mois qui suivent la création. Bon, la première année, un peu de souplesse parce qu'on vient de créer ce dispositif, un petit peu de souplesse pour les demandes, un peu de délai. On a déjà quelques demandes. Ensuite, le soutien financier pour les places labellisées à vocation d'insertion professionnelle. Alors, pour les crèches, 1 000 € par nouvelle place créée, sur demande, sur simple demande écrite, dans les 3 mois qui suivent l'ouverture. Et pour les assistants maternels labellisés à VIP, hein, l'expérimentation dont Madame Rimbaud parlait tout à l'heure dans l'est du département, hein, pour l'instant, on est à 5 assistants maternels. Dans les 3 mois qui suivent la signature du premier contrat de travail, un versement par place d'accueil labellisée. Donc 1 000 € par place à VIP chez les assistants maternels et 1 000 € par place à VIP pour les crèches. Ensuite, voilà. Et bien voilà. Pour le département, voici les nouveautés. On passe la parole à Stéphanie. Stéphanie. Et on fera un Je temps me d'échange revoilà. pour assurer. Donc tout à l'heure, j'évoquais les masques transparents et je suis passée à autre chose. Et en fait, je voulais juste réévoquer le fait qu'on espère que ces masques ont permis d'essayer de travailler. Alors, je ne vais pas dire normalement parce que on n'a pas travaillé normalement. En tout cas, vous n'avez pas travaillé normalement, encore plus que nous ces derniers temps. Donc, on espère que ces masques inclusifs, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vous ont permis en fait d'avoir à nouveau un contact différent avec les jeunes enfants et que de ce fait-là, ça va permettre vraiment d'avancer sur l'apprentissage de la parole, etc. On a vraiment senti que c'était un besoin important. Donc la CNAF a décidé d'en distribuer, en tout cas d'en offrir à chaque structure au niveau national. Et il me semble quelque chose d'assez important à souligner parce que dans pas beaucoup de structures, ils ont pu en bénéficier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce serait bien d'avoir votre retour, donc auprès de vos conseillers respectifs, hein, de savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'utilisez régulièrement, si vous continuez à l'utiliser ou pas, si vous n'étiez pas forcément favorable. Enfin, c'est des choses qui peuvent toujours être intéressantes à connaître. Donc là, moi, je vais passer sur le dispositif Filoué. Donc Filoué, on vous en parle depuis un certain temps, depuis 2 ans maintenant. Donc en 2019, donc le dispositif Filoué est apparu, hein. Il y a eu une expérimentation au niveau national quelques années auparavant. Donc Filoué, c'est alors pour le coup, là, je me pose une colle toute seule parce que c'est fichier localisé
des usagers des ESJE. En gros, l'objectif, c'est que la CNAF ait connaissance du public qui fréquente les ESJE. C'est-à-dire qu'on vous demande chaque année de transmettre au service de la Caisse nationale des éléments qui vont permettre d'avoir une idée très précise de la typologie des familles qui fréquentent les ESJE. Donc, dans un premier temps, c'est intéressant pour avoir une vision globale de la fréquentation, mais également, c'est intéressant pour eux pour avoir en fait une idée d'évaluer en fait les dispositifs des politiques publiques qu'ils mettent en place et de savoir un petit peu vers quoi on peut tendre pour continuer à améliorer l'accueil. Pour le coup, ça peut être par exemple des enfants en situation de handicap, des enfants dont les parents ont des revenus fragiles ou en tout cas des bas revenus, les fameuses familles pauvres. Donc cette année encore, on vous a envoyé, il me semble, mi-mai, les éléments pour remplir en fait cette enquête. Alors il est noté sur la slide, il me semble qu'on va vous transmettre, mais ça a déjà été le cas. On vous a transmis mi-mai les premiers éléments, donc avec un guide utilisateur. Soyez vigilants au guide utilisateur. Normalement, vous devez pour la plupart disposer dans vos logiciels de gestion d'un module qui se nomme Filoué, et donc pour le coup, c'est un petit peu plus simple d'extraire les données et de les mettre sur le portail, puisque vous faites en fait une extraction d'un fichier que vous déposez sur le portail partenaire, le même endroit où vous allez déposer vos données d'activité, etc. Il y a un petit carré nommé Filoué. Donc, vous devez aller déposer ce fichier-là sur ce petit carré dans le portail partenaire. Et puis, donc cette campagne se termine fin août. Donc, en août, la plupart d'entre vous sont en vacances. Donc, pensez à le remplir assez tôt. Cette année, j'ai fait un petit récap là tout à l'heure. On a 9 structures qui ont rempli leur fichier Filoué. Vous êtes beaucoup plus nombreux, donc je compte sur vous pour le remplir rapidement. Je serai dispo le 30 juin pour un échange, en fait, un peu un système de webinaire, une petite visio, un échange très informel pour ceux qui ont des difficultés dans le remplissage de Filoué. Donc, je serai en ligne à une certaine heure. Je vous enverrai un lien comme là pour la réunion Teams qui vous permettra d'accéder à cet espace d'échange. Ce qui serait pas mal, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez m'envoyer les questions comme il est indiqué sur la slide avant le 23 juin, parce qu'il y a certaines questions auxquelles je vais pouvoir répondre facilement et d'autres qui nécessiteraient probablement de rechercher un petit peu. Je ne suis pas une experte au niveau du portail, donc d'avoir les éléments en amont, ça me permettra de vous envoyer en tout cas de vous donner des réponses rapidement, voire même le jour même, quoi. Donc je réfléchis. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur Filoué? Je ne crois pas, juste le fait que je compte encore sur vous pour le remplir. Voilà, merci. Passe la parole à monsieur Poggioli. Bien joué. Du premier coup. On va évoquer le dispositif IDA. Alors IDA, qu'est-ce que c'est? C'est une requête de données interne à la CAF qui porte sur le fonctionnement des crèches du département. On va voir dans ces données des détails du budget comme la répartition des dépenses, le taux de facturation, les dettes, l'équilibre budgétaire. Et la requête va nous permettre d'avoir un visu, de mettre en avant des indicateurs qui nous permettent d'identifier si une structure présente quelques signaux de fragilité. Le but derrière ça, c'est de savoir en amont, avant que la situation empire, si on a besoin d'intervenir auprès de vous, si on a besoin de vous proposer un accompagnement pour ensemble trouver des solutions ou prodiguer des conseils qui permettraient d'atténuer les fragilités qu'on constate. Il n'y a pas de démarche à faire côté partenaire, puisque si une structure présente une situation de fragilité, le référent de territoire prendra contact pour évaluer la situation, pour travailler avec vous à la résolution des soucis, et tout simplement par la mise en place d'un plan d'action en fait. Le but, c'est de pouvoir intervenir à temps, trouver ensemble les solutions et s'assurer surtout de la pérennité de chaque structure. Et j'ai terminé pour cette slide. Sabrina, je vous repasse la parole pour conclure là-dessus. Et je voulais conclure en fait ces parties par quelques infos de rendez-vous en fait, puisque bon, c'était hier, mais comme il y a un replay disponible, on souhaitait vous en parler. Donc hier s'est déroulée la première conférence d'un cycle de conférences autour de la parentalité. Et c'était donc Isabelle Filiosa, très grande psychothérapeute, qui a ouvert le bal, si je peux dire. Sur le lien en fait entre les frères et les sœurs. Donc on a réuni pas mal une centaine, plus de 300 personnes, mais on n'a pas les chiffres encore définitifs, mais en tout cas
voilà, plus de 300 personnes connectées en même temps. Ça a dû varier, donc on en a certainement un peu plus. Mais vous retrouverez le replay disponible bien sûr sur la page Être parent en somme, donc sur le Facebook, et celle d'Isabelle Filiosa, et bien sûr toutes les actualités et activités du territoire autour de la parentalité sont disponibles sur la page Être parent en somme. Un deuxième temps qui est proposé donc la semaine prochaine, c'est un webinaire organisé par le pôle ressources handicap de la Somme sur la sensibilisation et l'inclusion de l'enfant porteur de handicap donc, dans les établissements d'accueil du jeune enfant, sur la petite enfance. Donc voilà, on a ce rendez-vous qui vous est proposé le 23 juin, mercredi prochain, de 9h30 à 11h30. Et puis un petit peu plus loin, un webinaire sur la présentation d'une offre attentionnée que la CAF déploie autour de la séparation. Alors, il y aura différentes thématiques, mais cette fois-ci, on va vous présenter le parcours, l'offre attentionnée séparation, et ce sera le 17 septembre à 14h. Mais bien sûr, vous aurez des invitations qui vous rappelleront tous ces temps forts. Quelques contacts utiles, bien sûr, pour pouvoir répondre à vos questions si on n'arrive pas à le faire ce soir. Vous avez bien sûr le CAF.fr, le Facebook aussi, CAF de la Somme, hein, qui a été mis en place depuis un peu plus d'1 an et qui vous apporte aussi des éléments par téléphone. Le numéro de téléphone a évolué, vous le savez, c'est le 3230 maintenant. C'est un service gratuit. Et donc, pour la partie accompagnement, développement, conseil, vous avez vos conseillers techniques, et donc on a mis l'adresse mail qui permet à l'ensemble des conseillers techniques de pouvoir voir votre message et de le prendre en charge. Et bien sûr, nos guides des aides aux familles et des aides aux partenaires disponibles sur le CAF.fr qui reprend en fait l'intégralité de notre règlement intérieur des aides et nos appels à projets, en tout cas ceux qui sont encore ouverts. Donc, favoriser l'accueil aux enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs, même si on n'a pas, voilà, vous pouvez aussi relayer, hein, notamment les élus qui sont présents ce soir. Donc, avant le 3 juillet. L'appel à projet des crèches à vocation d'insertion professionnelle AVIP qui est ouvert toute l'année, donc vous pouvez nous solliciter, et bien sûr à la fois Pôle emploi et la CAF et la PMI, bien sûr, reviendront vers vous si vous êtes intéressé pour vous expliquer le dispositif et les différentes aides y afférentes. Et puis, il me semble qu'on a prolongé un dispositif, si je ne dis pas de bêtises, les collègues, sur les aides au transport en accueil de loisirs en milieu rural, notamment, et je dois en oublier un, qui vient à la rescousse pour me dire… Les ados. Les ados. Merci. Les projets ados, les projets jeunes, voilà, et on les a prolongés jusqu'au 1er juillet. Voilà. On en a terminé des informations qu'on souhaitait vous donner. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup aux collègues, Monsieur Vandenberg, Catherine, Merci à tous. et les collègues qui sont en back-office pour la technique, de nous avoir, voilà, d'avoir été présents et d'avoir pu aiguiller, je l'espère, les partenaires sur ce que l'on met en place. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à très bientôt.